Alex, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le podcast. On bosse ensemble depuis 1 an maintenant, où tu as ouvert dans un premier temps une première filiale chez nous, donc chez nous, quand je dis nous, Will Labs, hein, évidemment, de marchands de biens, et tu es en train d'ouvrir et de prendre la tête de notre filiale marocaine. Euh, on a énormément apprécié travailler ensemble pendant toute cette période-là et ça continue. Et donc, ça me faisait plaisir. Et je pense que c'était super intéressant que tu puisses passer sur le podcast pour nous expliquer un peu, évidemment, ton parcours. Qu'est-ce que tu penses des futurs développements dans l'immobilier? Où est-ce que tu penses que le marché va? Et que tu puisses donner des conseils aux gens sur comment prendre ces changements en main pour en profiter, point numéro un, et évidemment, comment appliquer des bonnes méthodes, puisque toi, avant d'être avec nous, tu es avant tout entrepreneur au sens large du terme, entrepreneur dans l'immobilier, investisseur immobilier, marchand de biens, enfin, une palette super large que j'aimerais que tu présentes évidemment à tout le monde. Et pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter et d'expliquer d'où tu viens, ton parcours, pour que les gens aient une idée assez claire d'où tu viens, tout simplement. Très clair. Eh bien, merci pour l'invitation, Luc, Alex. Alors, j'ai un parcours assez classique, mais une envie assez prématurée de devenir, de travailler dans l'immobilier, ou du moins sur la partie investisseur et potentiellement marchand de biens par une rencontre, un ami que j'avais en école primaire, son papa est dans le milieu et assez connu sur la place bordelaise. Michel Ohaillon, hein, pour donner des noms. Ça m'a toujours intrigué. Donc, j'ai eu, si tu veux, cette envie très tôt d'être investisseur et marchand de biens. Donc, j'ai un parcours assez classique où j'ai fait mes années de lycée, bac technologique, enfin, voilà, à Bordeaux. Puis, je suis parti en Australie, toujours avec cette idée en tête, où je suis resté 8 mois et j'ai pu mettre en place un système de sous-location pour les étrangers. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait vraiment que je rentre en France afin de commencer les choses sérieuses. Et je me suis donc posé la question, pour faire de l'investissement en France à cette période-là, donc on est aux alentours des 2012-2013, quelles sont les qualités requises et quelle case dois-je cocher? Donc, partir sur une branche, devenir agent immobilier pour être plus proche du marché, oui, mais en soi, chiner des biens, ce n'est pas ce qui m'excitait le plus. L'idée, le nerf de la guerre dans le financement, le nerf de la guerre dans l'immobilier, je me suis spoilé, c'est le financement, c'est le CDI. Donc, je me suis dit que j'allais signer, enfin, du moins faire des études en banque, BTS Banque, pour décrocher un CDI, rassurer mes futurs prêteurs, et c'est ce que j'ai fait. Donc, 2 ans d'alternance à la Banque Postale, 4 mois de chômage et signature d'un CDI chez BNP Paribas, boîte dans laquelle je suis resté 8 ans. J'ai pu investir en parallèle, donc j'ai fait mes 3 mois de période d'essai, premier appartement patrimonial dans le centre-ville de Bordeaux. En 2014. Donc j'avais déjà cette idée en définitive que ce qui allait faire la différence, c'était le cumul de patrimoine et d'amortissement, parce que sur les réseaux, on entend beaucoup parler de cash flow, atteindre 1 500, 2 000 euros de cash flow pour avoir son indépendance financière. Ce n'était pas du tout l'idée. Mon idée n'était pas du tout d'investir en campagne avec des rentas à 10, 12, qui en définitive reflètent le risque d'un investissement, mais bien d'investir dans un endroit où j'aurais très peu de vacances locatives. Ça allait se louer toute l'année, une forte demande, et ainsi pouvoir scaler ce modèle-là, rassurer les banques par ce taux de vacances
locative très faible et pouvoir enchaîner. Alors, on est toujours confronté à des plafonds de verre. On arrive plus ou moins à les passer avec un petit arbitrage si on a bien acheté et une revente derrière. Mais ça a été l'idée. Et j'ai mis ça en place pendant 8 ans où j'ai pu cumuler un certain patrimoine pour ensuite arbitrer, récupérer du cash et ainsi partir sur des opérations d'investissement un peu plus grosses, puis en marchand de biens. Voilà. Ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que tu as toujours voulu être entrepreneur et tu as fait un truc que les entrepreneurs font vachement bien, c'est-à-dire voir la réalité en face et te dire, je vais commencer par du CDI pour m'assurer de pouvoir pouvoir faire ce que je veux en faisant de l'effet de levier. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, je veux vraiment jamais mettre le pied ou la main dans le CDI et donc je trouve des espèces de méthodes pour essayer de gagner de l'argent, mais après ils ont du mal à s'endetter parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, machin, et pourtant au départ ce qu'ils voulaient faire c'était de l'IMO. Toi, ce qui est hyper intéressant en fait quelque part, c'est que tu t'es pas posé la question. Tu as fait un truc que moi je conseille à tout entrepreneur que j'aide ou dans lesquels j'ai été au board, c'est de dire la question, c'est pas ce que vous voulez et ce qui a l'air d'être stylé sur les réseaux, c'est qu'est-ce qui est pragmatique pour arriver à l'objectif. Si l'objectif, c'est de faire de l'immobilier et d'être entrepreneur immobilier, en fait, paradoxalement, un CDI ne te bloque pas. Évidemment, si tu veux monter une startup tech, avoir un CDI toute la journée, ça te bloque parce que tu ne pourras pas emprunter pour ta startup tech. Donc, la valeur que tu dois mettre en face, c'est ton temps. C'est ton temps de développement, c'est ton temps d'implication dans le business. Donc, tu ne peux pas avoir un CDI. Bon, c'est très compliqué d'avoir un CDI plus une startup tech. Par contre, dans l'IMO, en fait, paradoxalement, ce n'est pas toi qui vas faire tous tes travaux et tout. Donc, avoir un CDI te donne le levier nécessaire, à moins que tu aies évidemment beaucoup d'argent dès le départ ou une source de revenus, déjà une rente ou un truc comme ça, mais ce qui est très, très rare. C'est mon cas, ouais. En fait, c'est hyper pragmatique d'aller chercher un CDI. Et c'est là où il y a une première leçon de ce que tu viens de dire, je crois, et qu'il faut bien noter, c'est toutes les formes d'entrepreneuriat et toutes les histoires sont différentes. Et donc, en fait, quand tu mets en place ta stratégie, il faut vraiment regarder la réalité en face et parfois tordre certains conseils qui est si tu es entrepreneur, il ne faut pas bosser à côté. Bah non, en fait, dans ton cas de figure, ce conseil, il est faux. Et donc, ce conseil, il faut apprendre à le dépasser. Et je trouve que c'est un des premiers points qui est hyper intéressant dans ton parcours, et je te laisse finir après, mais c'est de garder en tête que l'entrepreneuriat, c'est avant tout du pragmatisme. C'est pas des règles écrites qui s'appliquent à tous, en fait. C'est qu'est-ce qui, en fonction de la situation, à un instant T, à un instant donné, te donne le meilleur retour dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, et ainsi de suite. Tout à fait. D'autant plus que je parle d'un business en définitive qui marche et qui fonctionne et on s'enrichit sur de l'endettement. Donc, ce n'est pas toi qui fais la loi, c'est la banque. Et j'ai été confronté pendant toutes ces années, et tous les entrepreneurs immobiliers le sont, vis-à-vis des banques, même lorsqu'on a une bonne affaire et qu'on leur explique que c'est une super affaire, qu'on va gagner de l'argent, qu'ils seront remboursés, ils ne sont pas toujours OK. Et ça montre bien, en définitive, que ce n'est pas toi qui décides, c'est la banque. Donc, l'idée, c'est de ronger son frein, de décrocher le oui de la banque qui va pouvoir te permettre de déployer derrière. Ce n'est pas toi qui fais la loi. Donc, il faut rentrer dans ce cadre-là et ainsi cocher toutes les cases, quoi. Ça, c'est super clair. Ça, c'est très du coup, important. Et ce qui m'a permis, en définitive, c'est ce qui m'a permis, avec un niveau BTS, de travailler sur le marché. En fait, j'étais sur le marché professionnel court terme, facilité de caisse, découvert, etc. D'octroi de crédit court terme, en fait, pour les professionnels. Toucher quoi 1700 balles, quoi. 1700 balles, 1800 balles pour arriver à un patrimoine brut. 2,5 millions, 3 millions. Voilà. Donc, il y a dû avoir une stratégie en amont et ainsi, après, le fait d'arbitrer, de développer derrière et puis d'avoir la confiance, en définitive, des banquiers, des personnes qui te financent, de te créer un track record sur de l'investissement, surtout sur des niches, au début, comme la résidence principale, mais tu le fais 1 fois, 2 fois, pas plus. En aucun cas, je conseille, contrairement à beaucoup de coachs immobiliers, de faire du business sur l'ARP. Tu peux vite être qualifié.
eh bien, pouvoir arriver à un certain niveau d'investissement. Enfin. Mais ce qui est hyper intéressant, et c'est là où souvent sur YouTube en ce moment, et je pense que Luc va revenir après, on voit des publicités un peu mensongères du style devenez super riche en faisant pas grand-chose et tout. Et ça, je trouve que c'est dommageable pour le milieu. Par contre, tu as quand même réussi à prouver un truc, c'est que même avec des revenus classiques, on va dire, tu peux réussir à te constituer un patrimoine très important. Alors certes, brut, hein, pareil, c'est les gens qui t'expliquent le patrimoine. Il faut vraiment rentrer dans qu'est-ce que c'est le patrimoine. Et je pense qu'on pourra faire une petite aparté. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le patrimoine brut versus le patrimoine net, c'est la variable de dette au milieu. Donc le patrimoine brut, si tu le liquides à un instant T, il faut que tu enlèves tes dettes. Et donc tu as toujours beaucoup moins que ton patrimoine. Enfin, tu as toujours beaucoup plus de patrimoine brut que tu n'as de patrimoine net. Bon, ça, c'est clair. Mais par contre, tu as quand même réussi on va dire, à créer un patrimoine que peu de gens ont sur un salaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, c'est-à-dire qu'avec les bonnes méthodes, on peut y arriver. C'est juste qu'en fait, c'est pas magique. Et c'est ça que souvent dans les vidéos, les gars expliquent pas. Enfin, surtout sur les vidéos de pub. Des bonnes méthodes, de l'humilité et de la patience surtout. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'en 2014, hein, avec tous les formats verticaux qui sont arrivés, TikTok, etc., et de l'injection de dopamine ultra instantanée, hein, plus qu'à l'époque Facebook, où on doit gagner tout de suite, montrer, etc. L'idée, ça a été d'empiler, de cumuler, mais en ne gagnant pas grand-chose. Je vous donne un exemple criant. Hein. Vous achetez en 2014, c'était ma première affaire, un appartement en plein centre-ville de Bordeaux. J'en avais eu pour 93 000 balles, allez, on va dire 100 000 balles avec les frais. 500 euros de mensualité. À l'époque, je le louais quoi 550, 600. Quand bien même on le loue 600, ça fait 100 euros de cash flow. Ça te permet de payer tes charges, ta foncière annuelle, et puis c'est tout. On ne fait pas d'argent. Donc, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle, pour ceux qui me connaissent, eh bien, à avoir un certain patrimoine, donc au début 4, 5, 6 appartements, qui font in fine 5 ou 600 000 euros quand même, un demi-million de patrimoine brut, me dire, mais Alex, ton rythme de vie ne change pas, tu ne profites pas, c'est bien, tu te rajoutes des soucis, tu cumules, etc. Mais ça ne change pas drastiquement. Bien sûr. En effet, ça ne change pas parce que je m'expose au risque avec le volume, je ne fais pas de cash flow, contrairement à ce que certains pourraient vendre. Mais en définitive, cette patience-là, c'est ce qui a fait la différence. Parce que 600, 700, 800 000 euros de biens qui s'amortit sur 12 mois sur 12 fait qu'à un moment donné, lorsqu'on arbitre, donc lorsqu'on revend un ou deux lots, là c'est game changer. Mais c'est game changer si on se tient et on a cette rigueur sur le long terme de ne pas s'enflammer et être rigoureux dans sa gestion à l'euro près. Parce que lorsqu'on a 6 crédits à 500 balles par mois, donc je sais pas, 3 000 balles, et qu'on a uniquement 3 200 balles, 3 400 balles d'entrée, on est quand même à flux tendu, quoi. Donc, on arrive malgré tout avec les différés à faire un peu de trésor d'avance, mais les différés servent à faire de la trésor d'avance et non pas à aller flamber. Donc, il faut s'y tenir, garder son salaire pour vivre et être assez frugal dans sa gestion. Et à l'époque, en période d'exposition sur les réseaux sociaux et de chute de dopamine constant, il faut pouvoir le faire. Donc déjà, grand respect à ceux qui arrivent à maintenir ce cap. Et voilà. Et après, avec le temps, les stratégies s'affinent, les rentabilités s'affinent. Moi, j'ai commencé tout de suite par du meublé à l'année. Avant de m'exposer, on en parlera sur de la courte durée pour booster mes rentas. Mais on rentre dans un autre schéma qui est de l'immobilier, mais plus de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est ce que les gens oublient. Développer sur de la dette et sur de l'immobilier, le plus simple en définitive, ça on en parlera plus tard, mais c'est l'immo commercial avec 4 murs, un chiotte. Quand on rentre dans le thème, et Luc l'évoquait avant en préambule de ce podcast, sur de la location courte durée et qu'on est amené en fait à marketer nos offres, là on rentre dans un autre boulot. C'est un autre taf. Marketer notre offre,
la mettre en avant sur les réseaux, investir potentiellement de la pub sur les réseaux ou créer un petit site internet de manière à ne pas être dépendant d'une plateforme qui est Airbnb ou Booking. On rentre dans un schéma d'entrepreneuriat et l'entretien qui n'est pas tout à fait le même. Voilà. Donc, on peaufine cela avec de l'expérience, en étant confronté à des gens plus expérimentés, en prenant conseil, enfin, tout simplement l'évolution entrepreneuriale, quoi. Hein. Bah, justement, moi, si je mets la casquette business et un peu moins la casquette investisseur immobilier, d'ailleurs, j'y connais absolument rien. Et est-ce que tu ne trouves pas, toi, que ça manque cruellement dans la sphère investissement immobilier, notamment d'ailleurs sur YouTube, mais aussi des personnes que tu côtoies dans cette sphère, notamment à Bordeaux, dans la région Aquitaine. Finalement, des personnes qui sortent un peu de OK, je suis investisseur immobilier, qui mettent davantage aussi la casquette de je vais essayer de marketer davantage pour essayer de me différencier de la concurrence. Et puis même d'ailleurs une casquette business, où en fait on va essayer de réfléchir non pas forcément à tous les mécanismes de l'investissement immobilier, mais à des narratives qui sont en train d'arriver de plus en plus. On en parlait aussi un peu avant le podcast, mais le fait que l'ultra-expérience, l'ultra-relation dans absolument tous les business aujourd'hui explose. Et donc, dans l'immobilier aussi, ça décolle. Et on voit sur Airbnb, généralement, les biens qui décollent et qui, en plus, avec une forte demande, et en plus avec un énorme pricing, généralement, c'est des biens où on vit une expérience. On va vivre une expérience Disney. Enfin, pas forcément Disney, parce qu'il y a de l'IP pour le coup, mais une expérience de la cabane d'Harry Potter. On va vivre, ou alors une expérience pour les entrepreneurs. Ok, on va partir en monk mode. C'est un endroit où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous êtes au milieu de la campagne, où on va essayer justement de créer vraiment un storytelling autour du bien qu'on loue, ce qui va permettre d'augmenter le pricing, d'un coup de ne plus du tout devenir une commodité, parce que je pense que, bon, vous pourrez en parler, mais en ce moment, du coup, il y a une sorte de crise sur le marché immobilier en France qui a lieu. Peut-être qu'en sortant justement des cases, on propose des storytelling et en s'appuyant sur des narratifs qui sont différents, peut-être que justement on peut totalement sortir ou du moins être un peu moins impacté par cette crise. Tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, ça relève de la personnalité de l'investisseur qui est plus ou moins entrepreneur. Toi, tu as ton œil d'entrepreneur parce que tu développes des business à côté, tu es dans le digital, donc tu as cette vision entrepreneuriale qui, malgré tout, se rapproche de la vente et du marketing pour, en définitive, booster tes rentas. Claude, 45-50 ans, qui a cumulé un patrimoine, lui fait de l'immobilier et il est dans une dynamique traditionnelle du métier. Donc, mais alors justement sur ça, est-ce que, parce qu'on voit énormément d'infopreneurs en ce moment qui vendent l'investissement immobilier pour devenir riche ou que sais-je, est-ce que finalement il n'y aurait pas un créneau pour les vendeurs de formation qui justement s'adressent à toutes ces personnes qui font déjà l'immobilier en leur disant, écoutez, vous connaissez votre métier, je ne vais pas vous apprendre votre métier, par contre, je vais vous apprendre à porter une nouvelle casquette qui peut peut-être vous permettre d'enrichir ce que vous faites et bien de vous différencier de la concurrence, d'arriver à pricer plus cher et de sortir de ces cases. Le créneau à prendre, c'est pour justement les marketeurs qui peuvent se greffer à ces investisseurs et ainsi développer le business avec eux. Encore une fois, je reprends l'exemple de Claude qui a 50 ans. Lui, il n'est pas du tout au fait des outils réseaux sociaux, Insta, machin, ou de gestion type Notion ou Slack qui permettent en fait une fluidité dans le business et ainsi marketer ses biens, les mettre en avant, booster ses rentas. Il y a une place à prendre pour les entrepreneurs du digital qui peuvent se greffer avec ces entrepreneurs-là, ou alors ces entrepreneurs doivent se mettre à la page, se mettre à jour, se former, mais ça nécessite quand même du temps. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. En fait, ça nécessite surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nécessite un changement de mindset. Exactement. Beaucoup d'entrepreneurs installés dans l'IMO n'ont pas cette notion de IMO à concept, si tu veux. Ils ont une notion de mètre carré, prix du mètre carré, prix d'entrée, prix de sortie. C'est parti, mon kiki. Voilà. Historiquement, ce que tu dis là, Luc, c'est plutôt réservé au monde du luxe, sans que ce soit Harry Potter ou je ne sais pas quoi. Mais dans le monde du luxe, tu as un savoir-faire qui est un peu différent.
as on va dire des expériences comme tu dis, de l'ultra-relation autour de l'IMO. Et l'IMO, le bâtiment, ne devient que la façade marketing et le réceptacle d'un truc. Je peux te donner plein d'exemples, mais tu as Soho House à Londres qui est à la fois de l'IMO, puisque leur business de base, c'est quoi? C'est de valoriser plus des bâtiments que la moyenne. Donc, ils ont des bâtiments à Londres, ils ont des bâtiments à Paris, ils ont des bâtiments en Asie, aux États-Unis, ainsi de suite. À l'intérieur de ces bâtiments qui leur appartiennent à 100%, ils créent un club, ils créent un resto, ils créent tout un narratif autour de nous, on accueille les créatifs, c'est vachement bien, machin, et en échange de ça, on vous fait payer plus cher. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une rentabilité liée à l'IMO. La chambre, ils ont quand même un calcul IMO. Nombre de mètres carrés, le prix qu'ils louent à la nuit, combien ils l'ont acheté au départ, est-ce que c'est rentable? Ça, ok. Mais au-dessus, ils ont le format abonnement. Et le format abonnement, alors ils organisent des rendez-vous, enfin des meetings et tout, mais sinon, le format abonnement, c'est 100% de renta. Je vais te donner un exemple que nous, on pourrait faire. Sur NBS, demain, si on ouvre des bâtiments et qu'on dit ces bâtiments, on ne les loue qu'aux membres NBS, tu es bien d'accord avec moi qu'il y a, et admettons qu'on ait une renta qui nous mette plus ou moins à zéro de cash flow, on va dire. C'est-à-dire qu'on est à zéro, donc on amortit notre truc, mais on ne gagne pas d'argent sur la partie IMO. Cependant, la partie IMO vient en soutien d'un autre produit. Et l'autre produit, c'est quoi? C'est un club. Demain, c'est peut-être des trucs dans lesquels c'est des apps, c'est des trucs dans lesquels c'est des soirées rencontres, c'est des trucs dans lesquels c'est découvrir la vie d'Harry Potter, c'est des trucs, c'est des love rooms, c'est des salles de sport, enfin, peu importe le truc. Mais et en fait, le business plan IMO jusqu'à maintenant, beaucoup l'ont imaginé seul. Enfin, disons, c'est un stand-alone, c'est un truc fermé, voilà, c'est le BP IMO, fin de l'histoire. Et de plus en plus de groupes, nous on essaye de le faire chez Will, hein, de manière un peu différente, puisque nous on le gère sous un format de placement financier. En fait, quelque part, on est une espèce de fintech appliquée à l'IMO, hein, si vraiment on creuse dans le truc. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas en train de se poser des questions sur des concepts aussi. Pourquoi? Parce que le concept habille l'IMO, tu as ta rentabilité IMO, et tu rajoutes à ça une rentabilité de concept, et la rentabilité de concept, elle est proche de ce qu'est une boîte tech, c'est-à-dire proche de 100%. Et là, même en période de crise, tu peux t'en sortir. Je discute en ce moment pour la France, justement, alors qu'on dit que le marché français est un peu bloqué, tout ça. Je discute en ce moment pour la France avec des gens qui sont passés sur ce podcast-là et que vous connaissez tous très bien, d'un concept que je ne peux pas encore dévoiler, mais d'un concept de accompagnement à l'entrepreneuriat vers plus business model IMO. Les deux en même temps. Et ça, en fait, ça permet de booster une rentabilité et de dire à des investisseurs, mais attendez, on n'est pas juste en train, si jamais l'IMO ne marche pas, c'est pas un sujet parce que c'est pris dans une sphère plus grosse qui, dans tous les cas, assure les rendements. Si l'IMO marche moins bien à un moment, c'est compensé. Si l'IMO marche mieux à un moment, c'est des gains supplémentaires. Et je pense que ça, enfin, tu corriges si je me trompe, Alex, hein, mais ça, c'est vraiment une des plus grosses opportunités dans l'immobilier sur la prochaine période, c'est de mélanger le concept, c'est ce qu'on appelle l'usage dans l'IMO, qu'est-ce qu'on en fait en fait, l'usage avec la propriété ou la location ou peu importe, le modèle traditionnel. Tout à fait. Et ça va se faire par soit de la formation de l'entrepreneur immobilier, soit par de l'association et de la compatibilité en fait d'expertise qui va en fait optimiser la partie investissement immobilier et la partie business et ainsi pouvoir sortir des projets rentables. On peut donner un exemple aussi. Je finis juste en donnant un exemple qui est hyper important. WeWork. Pourquoi WeWork a planté? WeWork a planté parce qu'il ne détenait pas les bâtiments et que les charges de loyer étaient devenues trop importantes pour eux. Elles étaient devenues insoutenables. Eux, ils avaient mis que la partie concept, à l'inverse. C'était une partie concept de coworking haut de gamme. OK. Ton coworking haut de gamme, tu le payes, sauf qu'ils n'étaient pas maîtres de la partie IMO.
Et je pense qu'un WeWork qui marche, c'est la partie immobilière que tu maîtrises et le concept que tu mets par-dessus. Je vais vous donner un exemple à Bordeaux qui est pas, évidemment, qui n'a pas la taille d'un WeWork, mais qui est hyper intéressant. À Bordeaux et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, on a un incubateur qui s'appelle Emera. Emera, cet incubateur, il a été créé par des entrepreneurs bordelais, par 4 entrepreneurs bordelais qui avaient monté des belles boîtes dans la région. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils détiennent les bâtiments, ou alors ils ont des loyers vraiment pas chers parce que négociés avec la mairie, parce que c'était des bâtiments qui étaient en désuétude et tout ça, mais sinon, bon, ils possèdent le bâtiment globalement, et avec leur propre foncière, et ils font toute la gestion de A à Z de toute la partie bureau, coworking, accélérateur, machin, enfin, tout ça est géré par eux. Et eux, comme par magie, même pendant la crise de l'IMO, ils n'ont pas eu tant de problèmes que ça. Je ne dis pas que le business n'a pas ralenti un peu, mais ils sont toujours là et ils sont toujours sains. Et ça, c'est je pense, hyper important. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ça me fait penser à une autre idée de business. Dites-moi si c'est viable. Mais c'est une boîte qui, un peu comme WeWork finalement, même si Alex, tu viens de dire que c'est peut-être pas le plus stylé, le plus intéressant, c'est d'aller louer des petits bâtiments, des petits appartements, mais un peu isolés, qui dans tous les cas vont pas coûter très cher. Donc on les loue, on les rebrande de A à Z en créant un univers, et en fait on crée une boîte, une sorte, imaginez le WeWork, sauf qu'au lieu que la Big ID ce soit coworking stylé, que la Big ID soit univers immersif. Et du coup, on vient prendre, en gros, le business model, c'est on va prendre une plus-value tout simplement sur l'expérience que l'on vend par rapport aux locaux qu'on loue pour pas grand-chose. Et donc, du coup, on viendrait juste louer des trucs, rebrander à fond, tout balancer sur Airbnb, ou alors même balancer, même je vois bien pas mal de création de contenu sur les réseaux, sur le TikTok, je pense que ça peut vite devenir viral. Regarde, j'ai dormi ce soir dans la maison d'Harry Potter, regardez comment c'est. J'ai dormi ce soir dans la maison de la petite sirène, regardez comment c'est. Je pense que ça peut vite devenir viral, je pense que ça peut vite attirer des parents, des enfants, des familles peut-être aussi. Et vous en pensez quoi? Ouais. Très bonne idée. Lorsqu'on a un business, que ce soit dans l'immobilier ou autre, on pense, la première chose à laquelle on pense, c'est au prospect, au client, à la sortie. Donc, si on raisonne à l'envers, l'expérience client, elle est définie par, en fait, par le fait que les prospects aillent sur la plateforme Airbnb, sélectionnent ton bien parce que Harry Potter lui a tapé dans l'œil, parce que l'univers de, je ne sais pas moi, Super Mario lui a tapé dans l'œil et il a envie de vivre cette expérience. Donc, on prend le chemin inverse et en définitive, dans nos petits papiers, oui, on se retrouve avec des appartements en campagne qui valent 900 € du mètre à l'achat avec tous les investissements et crédits associés, mais que tu loues 150 balles la nuit parce que tu fais vivre une expérience ou de manière très classique, hein, un spa, un petit sauna, ou ça a commencé, les bubbles, là, les logements bubbles là, qu'on trouve en forêt. C'est un exemple criant, quoi. C'est une tente, c'est du plastique, de la toile, et en définitive, on sort des expériences plutôt sympas pour les clients avec un investissement moindre. Moi, j'avais l'envie pendant un moment d'acheter beaucoup de terrain à côté de Bordeaux. Il y avait un lac et d'en faire des petits cabanons et des tipis. Et là, on sortait une rentabilité qui est exceptionnelle avec une demande adéquate. Les bains nordiques, toutes ces choses-là, ça a commencé par là. Donc, on pousse le truc Instagrammable un peu plus loin en créant des univers et des expériences un peu plus travaillées autour de Disney, du Marvel ou que sais-je. Mais oui, en effet, c'est un très bon créneau. Et regardez un truc très simple, à très grande échelle, mais on l'oublie, parce que pour nous, c'est une institution, enfin, c'est quasiment une institution, mais donc on n'y pense pas tous les jours. Mais Disneyland Paris, c'est quoi si ce n'est une grosse opération immobilière? Alors oui, il y a un concept. Oui, c'est compliqué de faire des grands 8 et des manèges et tout ce que tu veux. Cependant, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Les mecs, ils sont arrivés à côté de Paris, un endroit où c'est pas cher. Ils ont acheté un champ gigantesque, parce que ça devait être ça à l'époque. Et ils ont réussi à créer tout un univers où des gens du monde entier finissent par se pointer et payer
littéralement tout avec une surcote. C'est-à-dire que les mecs te payent, je ne sais plus le prix, 60 € la journée ou 50 € ou 70 € la journée. Je ne sais plus, je n'y suis pas allé depuis quelques années, mais tu payes 70 € la journée par personne pour avoir le droit de rentrer. Il y a plein de gens qui font plusieurs jours, donc la nuit, ils dorment dans des hôtels qui sont hors de prix. Donc tu prends n'importe quel hôtel de la même disposition à 1 heure et quelques de Paris en train, mais l'hôtel, il est à 30 balles la nuit. Là, il est à entre 150 et 200. Ils vont manger des hot dogs pas bons qui coûtent 14,50. Enfin, si vraiment on remet le truc en perspective. Marketingement, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est marketingement vicieux parce que les enfants sont ciblés. Et il y a ce truc, en définitive, dans ce monde-là de Disney, c'est t'es jamais allé à Disney? C'est pas possible, en fait. Il faut au moins que tu y ailles une fois. Donc, les parents, bah, en fonction de leurs moyens, vont les emmener au moins une fois. Mais oui, ils vont payer la chambre, la Belle au Bois dormant pour les plus aisés à 400 balles la nuit. Et d'autres, ça sera dans l'hôtel Western à côté, mais ils vont y passer, ça c'est clair. Exactement. Et du coup, c'est devenu quasiment une institution. Tout le monde y passe. Les gens viennent de loin, puisqu'on est le seul en Europe. Donc, tu as des Allemands, tu as des Néerlandais, tu as des Belges, des Espagnols, tout ce que tu veux. Et en fait, à part faire une espèce de grosse opération IMO brandée avec un thème, parce que pareil, tu fais la même chose, mais tu n'as pas le branding de Disney, ça marche pas pareil. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que Port Aventura en Espagne, qui est le concurrent, s'est mis d'accord avec Universal pour avoir un branding Universal et pour avoir un branding de Looney Tunes et tous ces, enfin, je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Parce que sinon, t'es foutu. Si tu fais juste une espèce de grande fête foraine, bon, il y en a plein qui existent ailleurs. C'est pour ça que le parc Astérix, ils ont choisi un truc franco-français, que ça marche un peu moins bien parce que c'est moins gros, mais pour autant, ça marche un peu. Et c'est pour ça que Walibi marche beaucoup moins bien à côté de Bordeaux et que c'est beaucoup plus petit. C'est parce que tu vas passer la journée, mais tu vas pas un japonais ou un espagnol, il va pas s'amuser à venir à Walibi, quoi. À moins qu'ils soient dans le coin. Mais... Et Disney, par le branding, a réussi à faire complètement exploser le truc. Et alors, on dévie un peu de l'IMO, hein, mais on est plus sur la partie entrepreneuriale. Mais un jour, je vous invite à aller regarder, si ça vous intéresse, un truc qui s'appelle la Disney Map. C'est pas la carte du parc, mais c'est la carte des développements business réalisés par Walt Disney lui-même. Donc, c'est un grand papier avec plein de petites notes manuscrites avec des flèches qui se lient les unes les autres. Elle doit dater de 1960 ou un truc comme ça, et le mec explique clairement sur le truc. Il a tout prévu depuis le début. Il a tout prévu depuis le début. On va faire des films. Les films, les gens vont s'attacher aux stars. Ils vont faire du coup, on va faire des produits dérivés. Ces produits dérivés se vendant bien, les gars sont exposés toute la journée à du Disney. Du coup, on va mettre ces héros dans un parc qu'ils vont avoir envie d'aller voir. Ce qui va nous permettre de sortir un 2, ce qui va nous permettre de sortir des séries à la télé, ce qui va nous permettre de créer une chaîne, ce qui va nous permettre de fourguer de la pub sur les films Disney, ce qui va nous permettre de mettre de l'argent de côté pour faire une société de production de vrais films, ce qui nous permet de rentrer dans le monde des adultes. Sauf que les adultes qui voient le saut Disney se disent « Ok, je suis rassuré parce que le film va être de qualité, donc je vais aller le voir, même si ce n'est pas un Disney pour enfants. » Et ainsi de suite. Et le truc est littéralement une masterclass de business par un mec qui en fait est un dessinateur à la base. Et il a été aussi bon en IMO qu'il l'a été en marketing pur, qu'il l'a été en distribution, qu'il l'a été en produit. On voit qu'in fine, la finalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur la place, et depuis très longtemps, hein, reste l'immobilier. Hein. Je ne veux pas repartir sur le modèle McDo. Dis en deux mots, je pense 10 en deux mots parce que c'est intéressant. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait l'anecdote sur le fait que McDo soit pas une boîte de burgers, mais une boîte d'IMO. Ils gagnent pas réellement d'argent sur les burgers, mais sur l'immobilier et avec le système de franchisés et de location qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, vous regardez dans le monde, alors je sais plus combien il y a de McDo, hein, mais ils sont tous à un emplacement stratégique. Et en fait, et justement, je suis en train d'étudier ce point-là, notamment en pénétrant de nouveaux marchés comme le Maroc. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont fait l'étude de marché à ta place, puisque eux se sont positionnés à un emplacement clé. Toi, tu as envie de monter un business, une entreprise, tu sais qu'en te positionnant proche d'un McDo, tu ne fais pas trop d'erreurs. Et en définitive, eux se sont développés sur le foncier, gagnent de l'argent avec l'immobilier. Ils sont situés sur les meilleures places du monde. Et c'est comme ça. Regarde, Alex, tu as eu rendez-vous il y a quelques jours avec un
un type qui crée et qui construit des écoles et des universités. Ouais. Tu citeras le nom si tu as envie. Lui, en définitive, il est réellement sur un développement foncier, quoi. Ah, exactement. Alors, je peux pas citer le nom, mais je peux donner l'exemple. La stratégie qu'on évoquait juste avant avec Disney, qui a permis la croissance de McDo pendant très longtemps, même si aujourd'hui, ils gagnent quand même pas mal d'argent avec les burgers. Hein. C'est moins vrai aujourd'hui parce que comme ils les vendent très cher, ils commencent à bien marcher. L'objectif, in fine, c'était vraiment d'émailler, si tu veux, la carte du monde avec de l'acquisition foncière. Jusque dans les années 90, ils gagnaient assez peu d'argent avec le burger en tant que, enfin, avec la bouffe en tant que telle, mais c'était les frais de franchise plus les frais IMO, notamment aux États-Unis, où ils sont propriétaires de 90% des parcelles, où là, donc ils louent hyper cher. Où là, en fait, ils se sont développés jusque dans les années 90 comme ça, et puis après, ils gagnent de l'argent partout maintenant. Mais voilà. Mais ouais, tout à fait. Et donc, en effet, le truc marche pareil avec des écoles et avec des lieux de vie, en gros, où cette boîte d'IMO crée des lieux de vie avec école, tu vois, hôtel, truc de bouffe, truc de coworking, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, en créant des lieux avec une dynamique, un branding, un marketing et le fait de dynamiser un lieu, c'est hyper important. Souvent, on dit un truc, c'est oui, l'immobilier, ce qui est le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, c'était vrai pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a des mecs qui réussissent à faire un truc, c'est à créer l'emplacement eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la règle immuable de l'immobilier, elle est en train d'être défoncée par les réseaux sociaux et le marketing. Si tu arrives à faire un truc assez attractif, RAF de l'emplacement, tu amèneras les gens à toi. Par contre, tu as intérêt à être extraordinaire en marketing. Et évidemment, si tu es dans un centre, ce sera pas ça. Je vais vous donner un exemple qui va en ce sens. Aujourd'hui, Alex, on développe le Maroc. On a une stratégie de foncière sur des biens rentables et naturellement en découle l'acquisition d'appartements pour en faire de la courte durée. Sur un marché qui grossit de jour en jour et qui s'étend, il y a une concurrence qui est telle qu'on est confronté à est-ce qu'on achète en plein centre-ville à 1200, 1300 euros du mètre ou on va à 500 mètres du centre-ville pour tomber à 600-700 en fonction des quartiers. Et est-ce qu'on va changer fondamentalement l'expérience du voyageur qui va louer en courte durée s'il loue à 1 kilomètre du centre versus le centre-ville? Et comment on s'y retrouve, nous, par rapport à notre bilan? Et on voit en fait que ce qui fonctionne, c'est de créer des expériences pour les voyageurs, créer quelque chose de nouveau. Et surtout, ça va servir à s'extirper de la concurrence qui est extrêmement forte. On reviendra sur la partie Maroc et découverte de nouveaux marchés. Mais en effet, on gagne beaucoup plus d'argent en créant de l'expérience et en payant un petit peu moins au mètre carré le foncier que de se focaliser uniquement sur l'emplacement. Ouais, tout à fait. Mais ce qu'on peut dire et ce qui est important, c'est que, et ce qui est important pour nos auditeurs là, c'est de dire le marché IMO devient de plus en plus un marché d'entrepreneurs et de moins en moins un marché de rentiers. Ouais. Et alors, je vais aller un cran plus loin. Et je pense que c'est en grande partie voulu. On dit souvent le gouvernement actuel en France n'est pas pour, ne défend pas l'immobilier, n'est pas pour l'immobilier et tout ça, encore une fois, sans aucune considération politique. Par contre, dans la stratégie, je pense que, en tout cas, tout ce qui est en train de se passer nous prouve et pousse le marché à se transformer d'un marché de rentier, un marché de gars qui ne fait pas grand-chose et qui juste achète et est un peu malin sur l'achat et les travaux, à un marché d'entrepreneurs qui est obligé d'être soit très bon du côté financier, que nous on défend avec Will, soit très bon du côté expérience, ce que défendent plein d'autres boîtes et ce que nous on essaye de défendre. En tout cas, on essaye de faire des partenariats avec elles. Et ces deux trucs-là poussent un marché de rentier à devenir un marché de créateurs, d'entrepreneurs, d'innovateurs, de mecs qui poussent le truc. Et le marché des rentiers, il est en train de mécaniquement se faire attaquer par les taxes, par les lois, par la tension du marché, par les taux, par le fait qu'il soit de moins en moins liquide, ou en tout cas que ce soit compliqué qu'il soit liquide. Ça, c'est l'ancien monde.
qui marche toujours. Hein. Il y a des mecs, dans les commentaires, il y a des mecs qui vont nous expliquer que ça marche. Et il n'y a pas de sujet. Ça marche à des endroits, il y a encore des opportunités. Mais il y a, tu me corriges si je me trompe encore une fois, Alex, mais il y a 3 ans, il y avait des opportunités dans chaque rue. C'était quasiment, à partir du moment où tu faisais pas n'importe quoi, c'était presque impossible de se planter. Aujourd'hui, même en étant très bon, il y a de vrais risques de plantage, ou il y a de vrais risques. Nous, on a défendu de très belles OP, toi en perso, puis nous ensemble avec Will, qui aujourd'hui n'ont pas été financés, alors que c'est ce qu'on considère tous de très belles OP, sauf que quand tu refais les calculs et que tu te fais grignoter, encore une fois, par les taxes, par le financement, par les taux, par les frais FI, par tout ça, il n'y a plus de raison de faire cette OP. Et par le contexte social aussi, avec cette période Covid où les gens ont exprimé cette envie de quitter les centres-villes et redonner en fait de la valeur au foncier hors des villes, tout ça fait qu'en effet, l'emplacement où tu vas viser des triangles d'or où déjà les rentabilités n'étaient pas folles, mais aujourd'hui le sont encore moins avec des frais financiers qui, malgré tout, ont pas mal monté. Et cette demande, en définitive, de sortir des centres fait que, en effet, tu as tout à fait raison sur ce point-là. Ouais. Ouais, moi, si je devais le résumer comme ça, c'est ça. Si on est en train de passer d'un marché de rentier à un marché d'entrepreneurs. Ce qui est ni plus ni moins que ce qui s'est toujours passé dans l'histoire sur tous les trucs. Hein. C'est quand au début, tu avais des mecs qui détenaient des terres à la Renaissance. Donc les gars qui détenaient des terres, ils détenaient l'agriculture. Et un jour, il y a des mecs qui ont dit, vas-y, on va traverser la mer et puis on va vendre du tabac, on va vendre des fruits et des légumes qui n'existent pas. Je vais les ramener de là-bas, t'inquiète pas, prête-moi de l'argent. Je lève de l'argent et je te rends x2 quand je rentre. On est juste en train de redécouvrir le nouveau monde avec l'immobilier. Tout à fait. Et la génération d'entrepreneurs immobiliers sur ces 10 dernières années a malgré tout eu cet avantage d'émergence des plateformes telles qu'Airbnb notamment pour s'adapter et booster leur renta. C'est ce qui m'est arrivé, hein, et booster leur renta au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est tout à fait l'idée, en passant du meublé à l'année sur de la courte durée, en essayant d'automatiser un maximum les process pour que ça reste de l'immobilier, mais en définitive, on rentre dans la case d'entrepreneuriat immobilier, hein, parce que même lorsqu'on a une conciergerie, la conciergerie ne règle pas tous les problèmes, notamment en ce qui concerne les entretiens, les travaux. Il nous faut notre aval, notre validation. Donc, on a une charge mentale supplémentaire. Donc voilà, on a dû aussi s'adapter, quoi. On te relaisse la parole. On a fait un très long monologue. Non, mais c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, Alex, on a un ami au commun qui investit vachement à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, et qui était un peu, il perdait un peu espoir avec la situation économique actuelle. Ah, on a tous les trois un ami en commun. Hein. Tous les trois un ami en commun, du coup. Ouais. Parler de notre cher ami de toi. Et le truc, c'est que c'est pas le seul. Et ce qui est hyper intéressant avec la discussion, c'est que il y a 3 débouchés possibles, quoi. Le premier débouché, c'est on va juste mettre la casquette entrepreneur et on va changer de business model presque, avec l'idée qui a été partagée, qui est de dire ok, maintenant on va vendre de l'expérience et on va prendre la marge qui est la différence entre ce que l'on paye à l'habitation qui n'a aucune âme mais qu'on va venir transformer, et le chiffre d'affaires que l'on fait justement en vendant l'expérience. Et je pense que ça peut déjà créer un petit profit hyper intéressant. C'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est une possibilité de plus de formation, d'aller voir justement toutes ces personnes et d'aller leur dire écoutez, il y a des nouvelles manières de faire, que ce soit des techniques de communication ou alors des nouvelles narratives que vous allez pouvoir créer pour transformer ce que vous avez déjà. Donc là, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a partagé de la connaissance. Et je pense que la troisième possibilité, c'est aussi la casquette d'agence. Et on voit que les agences marketing de l'immobilier sont en train de décoller. Je vous invite à regarder sur Gold Trends. D'ailleurs, bougez pas, j'avais les datas. Plus 9000% depuis 2020. Real Estate Digital Marketing Agency, avec 1300 de volume par mois uniquement sur le marché anglophone. Donc sur le marché français, c'est bien plus faible, mais je pense que ça va suivre. Et donc, je pense que là encore, c'est une nouvelle casquette que les personnes peuvent prendre, c'est de se dire, ok, bon, il y a énormément de personnes qui sont peut-être dans le dur en ce moment, et bien, je vais justement les aider avec de la prestation de service.
Et ça, je trouve ça cool. Et lorsque, en plus, on va même plus loin, il y a même une nouvelle casquette à prendre qui est de dire, OK, il y a le marché immobilier et puis après, il y a l'écosystème, tout ce qui gravite autour de ce marché-là. Et je sais qu'il y a un pôle qui est en train de se développer vachement, c'est celui du, bougez pas, du digital, deep cleaning service. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en gros, ça va être du nettoyage à domicile, mais en profondeur. Et donc, à ce qui paraît, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, avec plus de 22 000 volumes, intérêts de recherche sur Google et une croissance de plus de 163% depuis 2020. Donc, je pense que toutes les agences aussi de cleaning, de ménage, pour avoir d'ailleurs un membre du sanctuaire, on peut raconter son expérience. Il a signé en l'espace de quelques jours un contrat à plus de 10 000 euros en dépensant 40 euros en publicité ads pour laver des vitres d'écoles, de mairies et de ce genre de ce type de gros bâtiments. Donc, je pense qu'il y a aussi un autre palier qui est tout ce qui va entourer justement cette industrie immobilière et tout ce qui gravite autour. En fait, le truc qui est incroyable en ce moment, je trouve, et ça dépasse l'immobilier, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est les business, et on l'a dit, c'est un de nos premiers podcasts, je crois, Luc, les business non sexy éclatent de plus en plus. Moi, j'ai un de mes partenaires dans une de nos filiales. Il n'est pas associé avec nous, mais il bosse avec nous. Nous, on utilise ses services, en fait. Il a monté une boîte de cleaning. Alors, deep cleaning, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a monté une boîte de cleaning, si tu veux, de parties communes d'immeubles. Et le gars, littéralement, a fait exploser sa boîte. Quand je te dis littéralement, c'est il doit avoir en contrat, tu vois, une centaine d'immeubles entiers. Je pense que la boîte fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors après, tu as des charges, hein, c'est pas, c'est pas magique non plus. Mais le gars marche vraiment, vraiment bien. Et il a monté ça en 2 ans. Et pourquoi? Parce qu'avant, là où tu avais des dizaines de petites boîtes de cleaning, parce que les gens se disaient, bah, c'est ce que je sais faire, je vais en monter une boîte pour être plus ou moins à mon compte, machin, entrepreneur. Aujourd'hui, tout le monde a voulu lancer le 17e SaaS, le 27e type de formation sur pas bouger de chez toi et gagner je sais pas quoi, machin, ou même des trucs dans l'IA. Enfin, en tout cas, c'est devenu pas sexy, donc tu le fais plus. Parce qu'aux yeux de la société, tu te dis, bah, quitte à être entrepreneur, autant être entrepreneur sur un truc où je peux me vanter au prochain dîner de famille de dire, ah oui, non, mais moi, je travaille dans un truc IA, crypto, AR, VR, et j'ai été le premier à le faire. Donc, c'est pas de critique, mais ça drive beaucoup de monde. Mais du coup, tous les petits business plus tradis sont oubliés. Ils sont considérés comme moins sexy. Et peut-être qu'ils le sont moins sexy. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que tu es moins sexy que tu gagnes pas d'argent. Et je connais aussi une boîte. Il faudra que Batibig, je crois. Batibig. Alors, vous connaissez pas a priori? Non. Non. Et moi non plus jusqu'à il y a quelques temps. Et cette boîte-là fait 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Inconnu. Enfin, je veux dire, pour monsieur tout le monde, c'est inconnu. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils achètent et restructurent des petites boîtes de plomberie, changer les vitres, remettre du parquet, enfin bon bref, travaux, ils font pas de grosses œuvres, ils font que du travaux, ce qu'on appelle du second œuvre, c'est-à-dire l'intérieur, les finitions et ainsi de suite. Enfin bon bref, réparation, enfin tout ça. 175 millions de chiffre d'affaires, je sais pas, mais ils sortent au moins 20% des d'EBITDA, donc ils sortent au moins, à mon avis, une trentaine de millions de cash à la fin de l'année. Alors, bon, il y a les taxes, machin, mais on va dire des d'EBITDA. Le truc est complètement monstrueux et ils ont quasiment pas de concurrence. Parce qu'en fait, les mecs qui partent à la retraite leur vendent leur boîte, puisqu'ils en ont marre, ils partent à la retraite, donc ils vendent et ils sont très contents de vendre, puisque eux, ils ont 60 ans, ils veulent plus se lancer dans les trucs, ou 70 ans, ils ont plus, enfin, ils lâchent. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont en train de rentrer pour leur faire concurrence. Nickel. Et ils n'ont même pas opéré le business, puisque c'est un modèle financier. Et je crois que ce qui est fort dans le monde qui arrive, une fois, c'est ce qu'on essaye de faire chez Will, donc forcément, je suis un peu biaisé, mais c'est de mélanger le financier, mélanger tu vois, le côté, le côté optimisation financière, montage et tout ça, avec des business un peu traditionnels. C'est ce que nous, on fait dans les agences. On rachète des agences plus ou moins en difficulté. Et ces agences-là, on les remet sur pied, on les fait rentrer dans nos process, on y met nos outils et on les re-rend efficaces. Et c'est un business model qui
qui porte ses fruits et c'est enfin, on double, depuis 3 ans, on double chaque année le chiffre d'affaires et la renta. Et alors, il y a beaucoup de travail, hein. Attention, il y a un travail humain, on fait pas n'importe quoi, on fait bien le boulot et tout, hein. C'est pas facile, hein. D'ailleurs, je fais une grosse félicitation aujourd'hui, enfin, si elles nous écoutent, les équipes, je leur grosse félicitation parce qu'ils ont fait un boulot de dingue. Mais par contre, c'est un business model qui est viable, rentable et intéressant. Et ça, c'est important. Et quelque part, tu n'as même pas changé. Tu vois, alors là, on a un peu dévié des concepts, mais ça, c'est aussi une des possibilités et une des opportunités du marché à venir, c'est de se dire, reprendre des boîtes à l'ancienne, en faire ce qu'on appelle un build-up et leur mettre des nouvelles méthodes pour être plus efficaces. En tout cas, en France, où on a un marché saturé et toutes les places sont prises. Parce qu'à contrario, je vais donner un exemple pour le Maroc, qu'on étudie actuellement, où je pense que tout est à améliorer et à optimiser, et on n'est pas encore dans cette phase de marché de saturation où vraiment on doit dépenser de l'oseille dans la recherche et développement pour se démarquer de la concurrence. C'est autre chose. Je vais donner un exemple très précis. Pour notre agence marketing qu'a mon épouse, une société belge, enfin deux Belges en définitive, veulent monter une société au Maroc dans le nettoyage justement, à base de cryogénie. Voilà, pour le service des hôpitaux, etc. Le marché marocain est en revanche pas assez mature pour adopter ça ne leur parle pas, parce qu'ils vont avoir un investissement conséquent sur les machines de cryogénie, et ça ne fait pas sens. Donc, ils n'avancent pas, ils ne savent pas combien ils vont pouvoir vendre leurs services sur le marché, en tout cas pas en adéquation avec les investissements qu'ils vont réaliser pour le développer. Donc oui, cette innovation fonctionne sur des marchés saturés. Et voilà, il faut bien faire attention malgré tout à dans quoi on met les pieds et quel est l'état du marché actuel, naturellement, pour… C'est clair. La base, c'est quand même de bien connaître son marché. Ça, je te rejoins à 100%. Il ne faut pas, par contre, aller sur un marché, faire un truc qui n'a aucun sens. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc, ça marchera au Maroc, oui, peut-être dans 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, non. Ils recherchent de l'efficacité, du professionnalisme et de la structure d'équipe, surtout du professionnalisme, en fait, de la relation client, avant d'arriver sur des moyens technologiques qui, in fine, on arrive à 90% au même résultat que de nettoyer de manière traditionnelle ou avec de la cryogénie. Bon, ce n'est pas ce qui va faire changer radicalement ton chiffre, quoi. Voilà. Luc, est-ce que tu avais peut-être une petite dernière question avant qu'on cut parce que… Non, moi j'imaginais une plateforme type Airbnb qui recense uniquement les biens où on peut vivre des expériences de dingue. Et d'ailleurs, je pense que ça existe. Je commence à voir de plus en plus, d'ailleurs, je pense que je mettrai rien dans le podcast, mais des Airbnb nichés et qui marchent super bien. Qui Airbnb nichés sur que ce soit des expériences ou alors des Airbnb qui proposent le confort d'une location avec la prestation de service d'un hôtel. Donc, c'est-à-dire que ça va être des biens qui vont être un peu isolés, c'est pas dans des grandes tours. Mais par contre, tu as des femmes de ménage qui arrivent, mais par contre, tu vas avoir un concierge H24 disponible, etc., etc. Il y a des Airbnb, des Airbnb, non, des plateformes type Airbnb qui sont développées uniquement sur cette grande idée-là et avec des taux de croissance hyper intéressants. Et donc, sur des marchés que l'on pensait totalement saturés comme Airbnb qui sont en train de tout bouffer, on voit quand même qu'il y a des niches qui se dégagent avec des nouveaux procédés, des nouvelles tendances de consommation. Donc voilà, intéressant. Avant, ouais, ça me fait penser à un truc, merci Luc, c'est avant peut-être de couper. Il y a aussi un truc qui s'est développé récemment qui s'appelle Iconic House, qui est un Airbnb, mais de l'ultra luxe avec des prestations léchées, tu peux pas imaginer. Et ils sont, tu vois, ils tournent sur un très petit nombre de maisons. Peut-être, je crois, pas envie de dire de conneries, mais peut-être qu'ils en ont max 7 ou 8 en France. Je sais qu'ils ont le Cap Ferré, ils viennent de l'ouvrir, c'est comme ça que je les ai vus. Je crois qu'ils en ont une dans le Pays Basque, une dans les Landes, probablement une dans le Sud. Et je sais pas, ils en ont 7 ou 8 actuellement. Et ça, je sais que ça marche très très bien. Alors, je ne connais pas les finances de la boîte, évidemment, mais en tout cas, le rapport maison-location marche bien, quoi. Mais je vous invite à aller jeter un œil sur le site Airbnb. Et en fait, ce que tu dis là, Luc,
Ouais, je sais que c'est possible déjà. Les autres sont obligés en fait de s'adapter et de parler expérience. Et là, je suis sur la page. En première page, tu as marqué expérience, créer un souvenir inoubliable. Donc, on a plein de trucs. La maison des rêves de Barbie, vue par Ken, c'est complet. Voilà. Et tu vois, c'est génial, ce genre de truc. Mais imaginez vraiment, je redis, mais une boîte où en fait, tu arrives sur un site et tu choisis l'expérience que tu peux vivre pour une nuit, pour 2 nuits, pour 3 nuits. Et eux, ils prennent juste une marge. Ils font que la location. Je pense que les stratégies de développement pourraient être hyper rapides, puisque c'est que la location. Et même de commercialisation, à mon avis, ça devrait pas être trop long. C'est juste le côté travaux et le côté création de l'expérience immersive qui peut prendre un peu de temps. Et je pense que ça peut être super stylé. Et à mon avis, je pense que ça existe d'ailleurs. Ouais. Mais et juste pour finir, encore une fois, je recontextualise un peu la chose. Ça va dépendre du profil de l'entrepreneur. Nous, par exemple, avec Alex, pour le Maroc, on se penche sur la location courte durée, mais il y a une concurrence qui est telle, en définitive, qu'il faut vraiment faire preuve de créativité pour pouvoir se démarquer. Si on a des ambitions de cumul de foncier et puis de pouvoir grossir assez vite, il y a des niches qui ne sont pas encore exploitées, telles l'immobilier commercial, qui permettent cela. Nous, on va privilégier peut-être de faire un x2 sur le cash flow sur de l'immo commercial tout à fait automatisé et ainsi pouvoir cumuler les acquisitions. Parce que, par exemple, sur l'immobilier commercial, si tu veux financer un local commercial à Marrakech, moi, j'ai des contacts où tu vas en banque, il n'y a pas d'apport, mais tu apportes une signature de qualité qui fait gage de sûreté pendant 5 ou 10 ans de bail commercial. Tu vois. Donc, il va y avoir un mix des deux et bien mettre en évidence le temps et l'investissement personnel nécessaire à l'exploitation de la courte durée versus la partie traditionnelle de l'immobilier, cette époque des rentiers, où, grosso modo, on achète à un emplacement et puis il n'y a rien à faire. Il faut malgré tout nuancer ces métriques, tout simplement. Ouais, je suis totalement d'accord. Et pour ne pas trop les nuancer, je vous encourage à checker du coup le site Wonder, wonder.com. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une sorte de Airbnb qui cible uniquement voilà, le confort d'une location avec les prestations d'un hôtel, d'un hôtel, quoi. Ils viennent de lever 20 millions en série A en 2022. Donc assez solide. Et je vous conseille aussi d'aller checker cudlynest.com, donc CUDDLY Nest NEST.com, qui eux en fait leur promesse c'est de dire vous avez trouvé un logement près d'activités qui vous font plaisir. C'est find places to stay near your preferred interests and activities, avec mon super accent en gros. Et donc voilà, cudlynest.com, et eux ils ont fait 3 millions, ils font à peu près 3 millions par an en ce moment. Alors, je ne sais pas, à mon avis, ça a du chiffre d'affaires, donc les marges sont assez réduites si ils partent sur un modèle à la Airbnb. Mais très intéressant de voir qu'il y a justement des nouvelles grandes idées qui se développent sur ce type de marché. Est-ce que ce type de marché fait face à des crises sanitaires ou sécuritaires soudaines, à ton avis? Alors Parce que oui, si on est tous en confinement, c'est clair et net que du coup, l'expérience… mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en cas de crise immobilière, non, enfin, je veux dire, il y a un truc, il y a une data que j'avais vue il n'y a pas si longtemps, c'était que l'une des seules industries qui n'était pas sujette aux crises, c'était le divertissement. Et quelquefois la culture, parce que les personnes, lorsqu'ils sont déprimés et tout, ils ont quand même besoin de se divertir, de penser à autre chose. Et donc aussi de vivre des expériences. Et donc, ce marché-là, l'immobilier d'expérience, à mon avis, peut être une manière d'être antifragile sur un marché de l'immobilier, qui, lorsque c'est la merde, bon, bah, c'est la merde pour quelque temps. c'est peut-être un sujet et un débat qu'on aura, j'espère, lors d'un prochain podcast. Pyramide de Maslow versus industrie du divertissement. Ça pourrait être intéressant de confronter ces idées-là. Tu vois. Carrément. Oh, cool. Bon, bah voilà. Autre chose? Non, c'est good. Je pense que c'est good pour moi. Très, très clair. Très bien. Donc, du coup, abonnez-vous. Très, très, très important si vous voulez qu'on continue ces vidéos. Et puis, si ça vous intéresse de discuter tous les 15 jours avec des CEO hors pair pour débloquer votre croissance et trouver des nouveaux partenaires, n'hésitez pas à checker un œil dans la description. C'est le Sanctuaire NBS. Voilà, on est de plus en plus nombreux. Et le produit est ultra qualitatif. Donc, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Merci à tous. Merci à Alex Bonhomme et Alex Levasseur.